Pour ce 29e épisode, nous allons parler de la faillite du géant canadien Nortel. Cette entreprise qui semblait autrefois irremplaçable n'a pas suivi l'évolution de la technologie et a dû se mettre sous la protection de la loi de la faillite en 2009. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble l'entreprise Nortel. C'était une entreprise canadienne publique de fabrication d'équipements de réseautage de données et de télécommunications, mais aujourd'hui, l'entreprise n'existe plus. C'était une grande compagnie canadienne à l'époque et c'est toujours intéressant de revoir les compagnies qui n'ont pas réussi, qui ont fait faillite ou qui ont fait des erreurs afin de repérer ces erreurs-là dans les entreprises qu'on a aujourd'hui et de pouvoir s'assurer de faire les bons choix dans nos décisions d'investissement. Alors commençons avec l'histoire de Nortel. Dans le fond, l'entreprise a été fondée en 1895 sous le nom de Norton Electric and Manufacturing Company. En 1914, elle a fusionné avec une division de Bell Canada et elle va produire le matériel nécessaire pour le réseau de communication de Bell. Pendant la Première Guerre mondiale, Norton Electric va produire le commutateur portable. Donc, ça va être des télégraphes utilisés par l'armée. Et après la guerre, elle va produire une gamme d'électroménager, donc comme des grille-pains, des fours électriques, des machines à laver. Elle va produire un peu n'importe quoi avec son secteur de manufacturier, mais elle va aussi continuer à produire de l'équipement pour le réseau de Bell. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, elle va produire des radios, des radars et des appareils électriques pour l'armée qui va servir à la communication. Donc, c'est tous des systèmes pour permettre à l'armée de mieux communiquer entre eux. En 1957, Norton Electric va mettre en place des installations de recherche et de développement en Ontario. Puis, ils vont faire plusieurs innovations à ces endroits-là. Par exemple, on a le Trans-Canada Skyway, qui a été mis en fonction en 1958 et il s'agissait du plus long système de transmission par micro-ondes au monde. Donc, ça traversait le Canada, ça faisait une longueur de 6100 km et ça prenait seulement 20 millisecondes pour un signal à traverser le Canada. Donc ça, c'était utilisé pour transmettre des signaux de téléphone et de télévision. Et ils ont aussi innové sur la communication par satellite en 1966. Mais vraiment, leur plus grosse percée a été le SP1 en 1971. Il s'agit d'un commutateur de transition entre l'analogique et le numérique pour les entreprises. Donc, un commutateur, c'est qu'est-ce qui permet à deux personnes de parler ensemble, par exemple, au téléphone. Et ce commutateur-là faisait concurrence aux autres commutateurs des autres entreprises parce que c'était plus abordable et ça a permis de prendre une part du marché américain pour les entreprises dans les milieux plus ruraux. Puis il y en avait des milliers. Donc ça a vraiment permis à Norton Electric de prendre de l'expansion à l'extérieur du Canada. Pendant la même année, Bell Canada va fusionner sa recherche et développement à celle de Norton Electric. Puis ça va donner en 1972 le lancement de Pulse et il s'agit du premier commutateur privé. Ça ne va pas être entièrement numérique, mais ça va permettre aux abonnés d'exercer eux-mêmes les commutations. Donc ça va être super utile à l'intérieur des entreprises et ça va permettre aux employés de mieux communiquer entre eux. Puis grâce à son succès, Norton Electric va entrer en bourse en 1973. Puis ils vont avoir 24 usines de fabrication au Canada et 6 aux États-Unis. Ils vont vraiment faire des ventes records de 1 milliard de dollars en 1975. Et en 1976, il y a eu une refonte de l'entreprise et le nom devient Norton Telecom Canada, d'où le nom Nortel. En 1980, ils vont lancer le système SL1 qui va devenir le commutateur privé le plus populaire de la planète. Donc, ils vont vraiment avoir une grosse croissance des ventes à cause de ça. En 1991, Nortel va devenir le plus important fournisseur de commutateurs privés
au monde et ça va vraiment être accéléré par la montée de l'industrie des technologies de l'information. Vous constatez peut-être que l'entreprise grossit rapidement. C'est vraiment à cause de l'arrivée d'Internet, de l'arrivée de la technologie. Ça s'est passé super vite dans ces années-là. Donc la compagnie s'est bien adaptée jusqu'à maintenant. Puis grâce à sa gamme de produits Meridian qui utilise une architecture Landstar, donc ça c'est vraiment un système qui supporte les messages écrits, oraux, des courriels, des feuilles de calcul, des feuilles de gestion de données, le traitement de texte et des calendriers électroniques. Donc, ça permet aux ordinateurs et appareils sur un même campus scolaire, ça peut être dans une même entreprise, de permettre aux employés de communiquer facilement entre eux. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet, mais les employés pouvaient s'envoyer des courriels, des feuilles de calcul, tout ce que j'ai dit plus tôt, en fait, très facilement. Donc, grâce à leur système, ils ont vu leurs revenus augmenter rapidement. C'est passé de 2,7 milliards en 1983 à 8,2 milliards en 1991. Mais là, il arrive la nouvelle concurrence qui est la technologie WAN. Donc, Nortel se concentrait beaucoup sur la technologie LAN, mais WAN va permettre des réseaux à grande distance en utilisant les lignes téléphoniques et des nouveaux protocoles de communication qui vont former l'Internet. Euh, Vraiment, Nortel, c'est l'expert mondial dans les réseaux optiques et sans fil. Par contre, ils ne vont pas prendre la montée de l'Internet au sérieux parce qu'ils sont convaincus que leur technologie qu'ils utilisent présentement est supérieure au nouveau protocole de communication, soit le WAN. Ils vont même aller jusqu'à essayer de convaincre que leur technologie est vraiment supérieure, mais la compétition va prendre le dessus avec Internet, avec le WAN. Et c'est à ce moment-là qu'on constate que l'entreprise ne s'adapte plus. Elle veut rester avec sa technologie qu'elle pense bonne, mais elle aurait dû s'adapter à la nouvelle technologie. Et en 1997, il y a John Roth qui devient le président-directeur général de Nortel et il reconnaît que la société est dans un fossé technologique, donc ils sont en arrière des concurrents. Donc, en 1998, Nortel va entamer des acquisitions de jeunes entreprises à la fine pointe de la technologie afin de ramener cette nouvelle technologie-là chez Nortel. Par exemple, en 2000, ils ont fait des acquisitions d'une valeur de 19,7 milliards de dollars US. Et qu'est-ce qui est spécial? Ils ne vont pas utiliser de l'argent pour faire ces acquisitions-là, mais ils vont utiliser leurs actions de trésorerie. Donc, c'est la portion des actions qui n'est pas émise à la bourse. Donc, on va voir à cause de ça une montée spectaculaire du titre entre 1997 et 2001. Je vous invite à aller voir la page web de l'émission. Je vais mettre le graphique de Nortel. Ça peut être un peu plus dur à trouver sur Internet. Par contre, allez sur la page web de l'émission, vous allez voir un graphique, puis c'est le graphique boursier de Nortel. Vous allez voir, il y a vraiment une montée spectaculaire. Puis, un peu plus tard, je vais revenir sur la chute. Mais ça a vraiment été causé par la grande distribution de ces titres, puisqu'elle achetait des entreprises avec ses propres titres. Ben, ça faisait en sorte que le monde possédait ces titres et ça faisait monter la valeur. Donc, avec cette montée-là, ça va bien sûr attirer de nombreux investisseurs, des particuliers, des investisseurs institutionnels qui vont être convaincus que les ventes des sociétés de l'Internet vont toujours monter, vont toujours croître. Donc, ça va faire encore plus monter le prix des actions. Et là arrive le scandale comptable. En fait, il y a une norme comptable qui s'appelle la méthode de mise en commun des intérêts lors des acquisitions. Puis ça veut dire qu'une fusion peut être effectuée si les sociétés sont de taille similaire. Par contre, Nortel ne va pas se qualifier à cette méthode parce qu'elle n'est pas une entreprise indépendante. En effet, Bell Canada possède 39% de Nortel et Bell va aussi nommer les membres du conseil d'administration. Donc, puisque Nortel n'est pas une entreprise indépendante, elle ne peut pas utiliser cette méthode de mise en commun des intérêts. Donc, la société va être obligée d'utiliser la méthode de l'achat. Donc ça consiste à déduire ou amortir la valeur des actifs des entreprises acquises. On va donc voir ses actifs de Nortel augmenter, mais on va aussi voir ses dépenses augmenter et ça va donc faire chuter sa profitabilité. C'est donc pour ça qu'entre 1997 et 2001, Nortel ne va plus être profitable. Puis là, ça va nuire à l'attractivité de la société et Nortel va donc utiliser une autre norme comptable basée sur les bénéfices d'exploitation.
Ils vont donc ignorer la dépréciation et l'amortissement des actifs d'une acquisition afin de paraître plus rentable. Il y a quelques analystes financiers qui se sont rendus compte de ça et qui s'opposaient à cette méthode-là parce qu'ils disaient que c'est impossible qu'une société fasse des acquisitions sans occasionner de dépenses. Par contre, il y a eu un grand enthousiasme de la part des investisseurs parce qu'ils prévoient maintenant un taux de croissance des revenus de 30 à 40 %. Donc, ça a écarté les analystes financiers qui voyaient ça d'un mauvais œil. Et vraiment, les investisseurs étaient super attirés parce qu'on voyait maintenant une grande augmentation des revenus et pas des dépenses. Donc là, ça fait encore plus monter le titre de l'action. Puis en janvier 2000, Bell Canada annonce qu'il va céder ses parts à tous ses actionnaires. Donc Bell Canada possède plus de 39 % de Nortel et elle va toutes les distribuer à ses actionnaires. Alors bien sûr, ça va faire en sorte que le titre monte. Et à l'époque, Nortel était la plus importante société du Canada. En juillet 2000, la société va atteindre un sommet historique de 124,50 $ par action. Puis ça représente 35 % de la valeur totale du TSE 300. Donc, ça fait en sorte que tous les indices, les fonds de pension et les portefeuilles qui se basent sur le TSE 300 doivent acheter un grand nombre d'actions de Nortel pour suivre correctement le TSE 300. Donc, encore une fois, le titre va augmenter. Et en 2000, John Roth a été élu le PDG canadien de l'année, la personnalité de l'année. Par contre, il sait très bien que les revenus ne vont pas toujours monter parce que bientôt leurs acquisitions vont arrêter. Donc, à un certain trimestre de 2001, Nortel va baisser ses prévisions. Donc, au lieu d'avoir des prévisions de 16 sous par action, ils baissent à moins 4 sous par action. En plus, ils vont baisser leur taux de croissance prévu. Ils prévoyaient 30 à 35 % de croissance et c'est diminué à entre 10 et 15 %. Donc, l'action va passer de 46 $. Là, je dis 46 parce qu'il y a eu un fractionnement d'actions. Donc, mais 46, c'était super élevé, à moins de 3 $ en juin 2002. Puis, le 14 janvier 2009, Nortel a fait la demande de protection en vertu de la loi sur la faillite. Et il s'agit encore aujourd'hui de la plus grosse échec d'entreprise de l'histoire du Canada. Alors, encore une fois, je vous invite à consulter le graphique que je vais mettre dans la page web de l'émission. C'est vraiment impressionnant la chute que ça a pris. Puis, Nortel a eu des recours collectifs contre eux. En 2006, ils ont eu un recours de 2,5 milliards de dollars US intenté par des fonds de retraite canadiens qui découlent des pratiques comptables frauduleuses. Donc, à cause de ces pratiques-là, ça a faussé les résultats de Nortel. Et à cause que les fonds de retraite se basaient sur le TSE 300 et donc ont acheté beaucoup d'actions de Nortel, ils ont perdu une grande partie de leur argent suite à la chute de l'entreprise. En 2007, il y a eu un autre recours de 35 millions de dollars US qui a été intenté par la Commission américaine des titres et de la bourse, qui découle encore une fois des pratiques comptables frauduleuses. Il y a aussi eu une autre poursuite, cette fois-ci contre les dirigeants. Dans le fond, ça impliquait l'ancien chef de la direction Frank Dunn, donc c'est celui qui a remplacé John Roth. Il y a aussi eu l'ancien directeur financier Douglas Beatty et l'ancien contrôleur Michael Golgley, qui étaient tous accusés d'avoir falsifié les états financiers de Nortel Networks entre 2002 et 2003. Puis, ils ont aussi été accusés d'avoir empoché plus de 12,8 millions de dollars en primes et en titres. Donc ça, ils auraient vraiment fait ça grâce à la manipulation comptable, mais c'est très difficile d'évaluer une fraude comptable. En fait, seulement pour Nortel, il y avait plus de 30 millions de pages de matériel comptable, 2500 documents et 600 pièces à fouiller. Donc, en plus, les normes comptables, c'est pas toujours clair. Donc, c'est pour ça que les trois directeurs ont été acquittés et ils ont ainsi évité la prison. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce petit historique à propos de Nortel. Comme j'ai dit au début de l'émission, c'est toujours intéressant de regarder les autres entreprises, même si c'est pas une entreprise qu'on pourrait acheter aujourd'hui, vu qu'elle a fait faillite, elle n'existe plus. C'est toujours intéressant de considérer les erreurs ou comment elle pourrait avoir manipulé ces chiffres pour ensuite repérer ça dans les entreprises qu'on détient. Si vous voulez entendre d'autres exemples de fraude, vous pouvez écouter l'épisode numéro 23.
qui se nomme l'EBITDA, une illusion de masse. Et dedans, je parle de la célèbre fraude de WorldCom. Et j'ai aussi fait un épisode sur le scandale de Norbourg. Donc, c'était l'épisode numéro 20 et qui se nomme le scandale qui a marqué le Québec. Alors, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté du podcast Les Vraies Valeurs, à échanger vos idées, vos questions, vos commentaires. Et je vous invite aussi à vous abonner au podcast afin de ne rien manquer. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.